Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'amour pour les événements du 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 janvier, donc nouvel épisode de la semaine à retenir, épisode 13. C'est parti. Donc pour le 20, ce sera l'anniversaire d'un événement pas très sympathique, hein, voilà, qui donne pas envie de sourire, la conférence de Wannsee, donc qui a eu lieu le 20 janvier 1942 et qui a réuni 15 hauts responsables du Troisième Reich, donc pour mettre au point donc l'organisation administrative, technique et économique de la solution finale de la question juive, Endlösung, donc voulue par Hitler. Alors il faut savoir que la Shoah a déjà commencé, hein, évidemment, on a déjà ce qu'on appelle une Shoah par balle, c'est-à-dire on arrive à l'est et on tire sur tous les juifs qu'on croise. Mais le 20 janvier 42, en fait c'est une conférence qui est convoquée par Reinhard Heydrich, que vous connaissez sûrement, donc qui était donc le bras droit d'Himmler, un homme très important donc dans la réalisation de la Shoah. Et en fait, il décide de faire une grande conférence où voilà, ils parlent de trucs techniques et tout pour bien décider donc de comment on va les exterminer. On a aussi Adolf Eichmann qui était présent, qui est très connu en fait pour avoir été ensuite récupéré donc par les services secrets israéliens et pour avoir été jugé donc au début des années 60, donc très connu. Et donc lui, il était occupé de tout noter pendant la conférence et aussi il avait fait le comptage de tous les juifs en Europe. Mais c'est une conférence qui est très connue, la conférence de Wannsee. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Wannsee, c'est vraiment un super endroit. C'est-à-dire que vraiment, c'est un quartier près de Berlin et vraiment la villa c'est vraiment magnifique. Ça contraste vraiment avec ce qui a été décidé là-bas. Et aussi, la conférence de Wannsee, c'est une conférence qui est très étudiée dans les milieux historiographiques. En fait, pour un peu voir comment des gens ont pu décider quand même l'organisation de millions de morts comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très étudié. Mais donc voilà, un événement important donc, dans l'organisation de la Shoah à retenir. Pour le 21 janvier, donc ce sera l'anniversaire d'un événement très controversé, hein, évidemment vous en conviendrez, l'exécution de Louis XVI. Et oui, parce que bon, on a déjà parlé on a parlé de plein de fois de Louis XVI, hein, de comment il avait fait de la merde, comment il s'était échappé, puis après comment il s'était fait attraper, son jugement et tout. Et là, son exécution, il est temps d'en parler. Donc l'exécution de Louis XVI, comment elle s'est passée? Il a été condamné à mort quelques jours avant. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, il quitte sa famille et tout, en leur disant ouais, soyez sympas, c'est pas de leur faute, ils sont un peu débiles. Et du coup, qu'est-ce qui lui arrive? Il arrive, voilà, il rencontre le bourreau Samson, on avait déjà parlé de ce type, et donc il nous fait une petite déclaration où il nous dit je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute, je pardonne aux auteurs de ma mort, je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Bon, déclaration très chrétienne, hein, si l'on peut dire, et donc il se fait, c'était à 10h22, et du coup, hop, on lui coupe la tête, et donc des Parisiens crient vive la nation, vive la République, vive la liberté. Et en fait, c'est une exécution qui est très connue parce qu'au niveau symbolique, c'est quand même énorme, voilà, de couper la tête du roi d'un type qui faisait partie de la monarchie, voilà, des Capétiens qui étaient là et qui étaient au pouvoir depuis 800 ans en France. Et aussi, voilà, évidemment, donc il y a un acte de décès, voilà, où on dit la mort de Louis Capet, dernier roi des Français, âgé de 39 ans. Donc ensuite, il a été inhumé. Et il faut savoir qu'il y a des commémorations, voilà, qui sont faites tous les ans, à la place de la Concorde. Vraiment tous les ans, si vous y allez, vous pouvez voir des gens, bon, il y a beaucoup de vieux, voilà, qui sont en train de commémorer la mort de Louis XVI encore aujourd'hui. Et il faut savoir que quand même, c'est un événement symboliquement, évidemment, c'est quand même très fort de couper la tête du roi. Même si les Anglais l'avaient fait avant, il faut quand même le savoir. Donc, à retenir. Pour le 22 janvier, ce sera l'anniversaire d'un célèbre traité, le traité de l'Élysée. Hein, évidemment, traité d'amitié franco-allemand qui a été signé donc au palais de l'Élysée le 22 janvier 1963, donc entre le chancelier allemand Konrad Adenauer et le président français Charles de Gaulle. Vous connaissez, bon, très sûrement Charles de Gaulle, mais après, est-ce que vous savez que Konrad Adenauer est un homme politique qui était extrêmement vieux, c'est-à-dire qu'il est en 1963, il avait 87 ans, donc c'était vraiment le plus vieux dirigeant exécutif d'une démocratie dans l'histoire, parce que vraiment c'était un type quand même très vieux, hein, évidemment, qui était maire de Cologne pendant super longtemps. Mais donc voilà, ça c'est une autre histoire. Et donc en fait, le traité de l'Élysée avait été créé à l'instigation du général de Gaulle, en fait, qui voulait rapprocher la RFA de la France et d'éloigner donc l'Allemagne de l'Ouest des États-Unis, en fait, pour permettre une Europe un peu qui se distancerait donc des États-Unis et aussi de l'URSS. Et évidemment, donc c'est
elle a pour objectif hein, évidemment de rapprocher les deux peuples, français et allemands, donc par exemple dans des organisations de jeunesse, ce genre de trucs. Et en fait, il faut savoir que donc voilà, ça a été fait et tout, donc symboliquement c'est super parce qu'il faut savoir que bon, la majorité des Français et des Allemands, ils étaient pas forcément pour ce genre de choses, mais aussi il faut savoir que ce traité a beaucoup fait rager le général de Gaulle parce que lorsque le Bundestag a ratifié le traité, et ben ils ont voté un petit préambule où ils disaient étroite association entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique, admission de la Grande-Bretagne, défense commune dans le cadre de l'Alliance de l'Atlantique Nord, donc un peu tout ce que De Gaulle déteste. Et voilà, et du coup De Gaulle a employé le terme d'horrible chapeau, il a réagi avec fureur, et il a dit ouais, les Américains essaient de vider notre traité de son contenu, ils veulent en faire une coquille vide, parce que les politiciens allemands ont peur de ne pas s'aplatir suffisamment devant les anglo-saxons. Donc c'est aussi à la face cachée un petit peu du traité de l'Élysée, c'est que voilà, à la base c'était censé être un truc franco-allemand, et du coup qui, bon, à cause du Bundestag, c'est un peu transformé en truc, ouais, on inclut les Anglais et les Américains, et ça a fait rager De Gaulle. Mais bon, en tout cas, c'est quand même un événement qui est très important, donc dans le rapprochement franco-allemand, et voilà, qui est célébré, voilà, tous les plein de fois. Donc, événement à retenir. Pour le 23 janvier, ce sera l'anniversaire de la publication d'un célèbre ouvrage de la démocratie en Amérique, qui est un essai écrit par Alexis de Tocqueville. Est-ce que vous connaissez Tocqueville? Parce que c'est marrant, mais c'est pas un type qui est vraiment connu en France. Alors pourtant, par exemple, aux États-Unis, il est très connu. Alors, c'est un philosophe politiste, précurseur de la sociologie et un politique français, donc du début du 19e siècle, voilà, qui a été plusieurs fois député, qui a eu une certaine influence, je crois, durant la monarchie de Juillet. Et il faut savoir que Tocqueville donc avait fait des voyages aux États-Unis et il a longtemps étudié donc la forme en fait des États-Unis parce que c'était quand même un truc qui était plutôt un pays plutôt spécial pour les Européens quoi. Et donc il a fait plein d'études et donc il nous a sorti son livre où en fait il étudie donc comment se fait la démocratie, comment ça marche et tout. Et aussi il faut savoir que il y a eu un vif succès en Europe, c'est devenu un classique de la politique, sociologie, philosophie et de l'histoire. Et il faut savoir aussi que Tocqueville en fait était très fort parce qu'il a réussi à prédire plusieurs événements qui sont réalisés ensuite. Par exemple, sur la question de l'abolition de l'esclavage, il sentait bien qu'entre le Nord et le Sud, il pourrait y avoir une guerre. Aussi, il a dit, voilà, je crois que la race indienne de l'Amérique du Nord est condamnée à périr, ce qui s'est passé aussi. Il avait aussi prévu l'émergence des États-Unis et de la Russie comme superpuissance. Il avait aussi prévu le 11 septembre et l'élection de Macron. Bon, ça, évidemment, j'exagère, mais donc voilà, c'est quand même un type qui est très précurseur, Tocqueville, et qui a fait des ouvrages vraiment de grande qualité qui sont aussi très reconnus aux États-Unis. Donc voilà, je pensais que c'était toujours bien de vous parler de cet ouvrage. En plus, c'est un homme de qualité qui est français, donc ça fait toujours plaisir. À retenir. Pour donc le 24 janvier, ce sera l'anniversaire d'un événement qui est très connu, mais aussi pas vraiment connu. Ce que je dis ne veut rien dire, mais donc c'est en fait le début de la ruée vers l'or en Californie. Vous connaissez tous la ruée vers l'or, donc qui a eu lieu au 19e siècle, qui a commencé donc en janvier 1848 où on avait donc un type, voilà, James Marshall, qui arrive et qui trouve des morceaux d'un métal brillant donc en Californie, et en fait ils ont découvert que c'était de l'or. Du coup, au début, bon, on avait une Syrie la Syrie, donc voilà, qui voulait empêcher cette découverte de se révéler. Le problème, c'est que tout de suite, ça s'est révélé. Et du coup, il y a eu une grande ruée vers l'or. Il y a eu plein d'immigrants qui sont venus, en fait, en Californie pour essayer de trouver de l'or, parce qu'évidemment, tout le monde voulait devenir riche. Et du coup, voilà, c'est pour ça que c'est très connu, la ruée vers l'or. C'est un peu une image, voilà, du rêve américain de gens qui partent de rien et qui trouvent de l'or. Voilà c'est pour ça que c'est très connu. Et il faut savoir que la ville de San Francisco s'est beaucoup développée. C'est grâce à ça qu'elle est devenue aussi développée, parce que voilà, c'est-à-dire que voilà, elle est passée de 1000 habitants en 1848 à 25 000 résidents en 1850. Donc c'est quand même plutôt énorme. Aussi, c'est ça qui a donné à cette grande image de la Californie, hein, aussi. Et il faut savoir que, évidemment, ça a permis à plein de gens de devenir riches. Aussi, il y a beaucoup de gens durant la ruée vers l'or qui ont été très pauvres, en fait, qui n'ont absolument rien gagné. Et voilà, au long terme, donc voilà, ça permet, voilà, c'est une nouvelle partie du rêve américain. Aussi, donc voilà, ça a permis donc l'évolution de la Californie et son développement. Et il faut savoir que dans la culture, évidemment, il y a eu de nombreuses œuvres qui ont été créées, évidemment, de nombreuses musiques, plein de choses. Et donc c'est un événement qui est très important. Aussi, il faut savoir que pour les Amérindiens, ça s'est pas du tout bien passé parce qu'ils ont encore été exterminés, hein, voilà, par les Américains qui y allaient. Donc voilà, leur population 150 000 en 1845 et ils sont plus que 30 000 en 1870. Donc coup dur pour eux, mais donc voilà, la ruée vers l'or, événement très connu et qui a permis à certains de devenir riches et à beaucoup de devenir, d'être encore plus pauvres. À retenir. Pour le 25 janvier, ce sera l'anniversaire d'une révolution
la révolution égyptienne de 2011. Parce que ouais, on avait déjà parlé de la révolution tunisienne, donc fin 2010, on avait parlé donc un peu de la révolution libyenne avec Kadhafi, mais on n'a pas parlé de l'Égypte. Donc l'Égypte était gouvernée depuis 80 par Moubarak, on avait déjà parlé de ça. Donc il était président, voilà, depuis une trentaine d'années. Il avait fait, il en était à son 5e mandat, il me semble. Et donc voilà, en fait, il était qualifié de dictateur parce que en fait tout le monde avait peur de se présenter parce qu'il y aurait des représailles contre eux. Du coup, bon, Moubarak était, voilà, était élu à 100%. Ça se fait pas trop, quoi. Et du coup, il faut savoir que la révolution égyptienne de 2011, donc elle se passe juste après la révolution tunisienne, donc c'est le début du printemps arabe là, et donc en fait ça a commencé donc par un mouvement de jeunesse qui a appelé à manifester donc le 25 janvier 2011 via des pages Facebook pour une journée de revendication politique, baptisée Journée de la colère. Et ça c'est très important parce qu'en fait ça a commencé sur Facebook, et ça montre bien donc en fait l'importance d'internet et des réseaux sociaux pour faire des révolutions. Donc ça c'est quand même un événement voilà très très nouveau quoi. On faisait pas des révolutions sur Facebook avant. Et du coup bah il y a eu des manifestations donc voilà qui ont été voilà, d'abord elle était interdite et donc en fait tout le monde est allé sur la place Tahrir, donc un endroit très voilà une des principales places publiques du Caire en Égypte. Et il faut savoir qu'il y a eu des gros combats sur la place Tahrir, vraiment ça a été très chaud. Il y a des gens qui ont envoyé des chameaux, il y avait des cocktails Molotov et il y a eu plusieurs morts et 1500 blessés. Et du coup, bah, ça a totalement fragilisé donc Moubarak. Hein. Donc au début, il a limogé son premier ministre, sauf qu'évidemment, bon, ça suffisait pas. Après, il a dit ouais, je finis mon mandat s'il vous plaît. Sauf que là, on a encore refusé. Et en fait, voilà, c'est comme ça que ça arrive dans les révolutions, c'est qu'au début, le type il dit ouais, barrez-vous. Personne ne fait rien, du coup il dit bon d'accord, je ferai des réformes, ça continue, puis après il dit ouais bon ok je finis mon mandat, et les gens ils refusent et au final il part, et donc voilà, coup dur pour Moubarak, mais bon qui sera resté quand même 30 ans président, donc c'est quand même plutôt beaucoup. Dire qu'il est toujours en vie Moubarak, hein, voilà, 91 ans et toutes ses dents, donc ça fait plutôt plaisir pour lui, mais bon. Donc voilà, évidemment. Après, il faut savoir que l'Égypte n'est toujours pas vraiment une démocratie parce qu'elle est toujours gouvernée par un gouvernement plutôt autoritaire. Mais donc voilà, c'est un événement qui est très important évidemment pour l'Égypte et pour donc le monde arabe en général à retenir. Et donc pour le 26 janvier, ce sera l'anniversaire de la découverte d'un diamant, la découverte donc du diamant Cullinan, donc qui est le plus gros diamant brut jamais découvert, avec une masse de 3106 carats, soit 621 grammes, ce qui est plutôt énorme. Donc qui a été découvert donc en 1905 en fait dans une mine située près de Pretoria, donc en Afrique du Sud, et donc voilà qui a été et donc on a donné le nom au diamant, donc le nom du propriétaire de la mine, Sir Thomas Cullinan, et il faut savoir qu'en fait la pureté chimique de la pierre voilà est plutôt exceptionnelle, donc vraiment un truc plutôt énorme. Et en fait le Cullinan a été offert parce qu'en fait le gouvernement du Transvaal qui venait d'avoir son indépendance du Royaume-Uni décide d'offrir le diamant donc à Édouard VII du Royaume-Uni, donc qui était le nouveau roi juste après Victoria. Et il faut savoir que son envoi à Londres est plutôt inattendu parce qu'en fait, il y avait un gros navire avec un convoi fortement armé qui était envoyé, sauf qu'en fait le diamant il a tout simplement été envoyé par la poste. Quand même plutôt marrant. Et du coup, en fait, Édouard VII a décidé donc voilà de tailler la pierre. Voilà, il a demandé à un sculpteur de le faire. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, le type est arrivé, il a brisé le diamant en deux. Et du coup, t'as eu le Cullinan 1 et le Cullinan 2. Et en fait, ces deux diamants donc étaient utilisés pour forger donc des joyaux de la couronne britannique. Donc ça, c'est des joyaux mais qui sont d'une valeur mais totalement inestimable. Et d'ailleurs, qui sont entreposés, voilà, je sais plus où. Mais donc voilà, et donc du coup c'est pour ça que les joyaux de la couronne donc possèdent donc des diamants sud-africains, donc c'est quand même plutôt intéressant de voir ça, mais c'est vraiment une pièce qui est complètement incroyable, hein, évidemment 3106 carats, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Donc voilà, c'est toujours sympathique de savoir ça, le plus grand diamant du monde trouvé en Afrique du Sud. À retenir. Eh bien voilà les 7 événements de la semaine. Donc on aura la conférence de Wannsee le 20 janvier 1942 avec l'extermination des Juifs. Le 21 donc janvier c'est la mort de Louis XVI hein, par exécution par guillotine en 1793. Le 22 janvier c'est le traité de l'Élysée en 1963. Le 23 janvier c'est la publication donc de l'ouvrage de la démocratie en Amérique par Tocqueville en 1835. Le 24 c'est le début de la ruée vers l'or en Californie donc le 24 janvier 1848. Et donc le 25 janvier c'est la révolution égyptienne, donc le commencement voilà par Facebook en 2011, et donc pour le 26 juillet c'est la découverte donc, du diamant Cullinan en 1905. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, bisous.